Et je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous que je n'aurais pas pu croiser encore, bien évidemment, une très bonne et heureuse année 2026 et que l'essentiel de vos vœux, bien évidemment, se réalise. Et alors, parmi nos vœux, il y a évidemment les mardis de l'histoire, que l'on espère se poursuivre tout au long de l'année et encore après septembre prochain, bien sûr. Et nous avons la joie, le plaisir et l'honneur même d'avoir ce soir deux intervenants, Madame Duchemin et Monsieur Hénin, qui vont nous parler d'un saint mort que je pense nous sommes... qu'il y a peu de monde, en tout cas, qui connaît un saint mort totalement oublié et très peu documenté. Et je laisse immédiatement la parole à Pierre Gillon, qui va introduire cette conférence. J'enchaîne donc. J'enchaîne donc sur les propos d'Aurélien Prévost. En effet, la conférence de ce soir porte sur un sujet rare que nous n'avions pas encore évoqué dans notre cycle, celui du saint-mort ouvrier, le saint-mort pauvre où l'on travaillait dès l'âge de 12 ou 13 ans, dans des conditions proches du 19e siècle, dans nos usines qui furent nombreuses, de Lappy au Murier en passant par Adanville. Lorsque Madame Duchemin-Hénin a fait paraître chez l'Harmattan le livre de souvenirs de Denis Sels, il y a près de 3 ans, l'auteur venait de mourir, et sa lecture a été une véritable surprise, un peu comme une bombe, pour nous qui étions plus habitués à parler des nantis, des princes, des moines et des villas cossues. Pour la première fois, c'est grâce à une mémoire remarquablement précise que quelqu'un nous parle de ces familles d'immigrés de l'intérieur, chassés des mines et des usines du Nord par la Grande Guerre et qui avaient tout perdu, tandis que les hommes étaient dans les tranchées. Denis Sels, c'est un exemple d'ascension sociale presque miraculeuse. Grandi dans la plus extrême précarité, sans le moindre ressentiment parce qu'il ne connaissait rien d'autre, élevé par une grand-mère analphabète sous un appentis, sans eau, sans ni électricité, ni chauffage, ramassant les mégots pour se faire un peu d'argent, malgré ses handicaps, il a réussi à passer son agrégation et à devenir professeur de Cagnes. Ses souvenirs témoignent d'une culture remarquable. Par ailleurs, il était le neveu d'Édouard Vallerand, syndicaliste et résistant, chargé d'organiser les FTP dans la région parisienne, fusillé au Mont-Valérien en 1943, et de son épouse Suzanne Vallerand, saint-maurienne, agent de liaison de Rol-Tanguy, déportée à Ravensbrück, où elle est arrivée par le même convoi que Geneviève de Gaulle et Germaine Tillion. Elle est un peu une oubliée de notre histoire. Je suis certain que nous aurons à cœur de réparer cet oubli dans les prochaines années. Je laisse Madame Duchemin-Hénin, professeure et fille adoptive de Denis Sels, présenter sa famille et le milieu populaire de Saint-Maur des années 30 aux années 50. Ensuite, Michel Ballard, peut-être Monsieur Hénin d'abord, et Michel Ballard, professeur émérite à la Sorbonne, évoquera ses souvenirs de lycéen, car il a été le condisciple de Denis Sels au lycée Marcellin Berthelot. Alors, le petit livre de Denis Sels, un témoin très pâle, dont il nous reste quelques exemplaires, ne se trouve pas sur les rayons des libraires, car c'est un ouvrage qui est imprimé à la demande. Il faut le commander en librairie ou sur le site de l'éditeur L'Harmattan. Et vous n'oublierez pas, en sortant, de regarder tous les documents et souvenirs qui sont présentés dans la vitrine, donc dont le livret de travail d'enfant de la mère de Denis Sels, par exemple. À vous. Excusez-moi. Mais j'ai pas beaucoup l'habitude de faire ce genre de choses. Alors, je vais vous parler donc de Denis, qui est l'auteur de ce livre, un témoin très pâle. Très pâle, pourquoi ? C'est par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'a vécu sa famille, par rapport à sa grand-mère en particulier, qu'il adorait et avec qui il a passé, disons, de l'âge de 7-8 ans à 19 ans. Il était avec elle, chez elle, dans un réduit dont je vous parlerai tout à l'heure. Il est donc né en 1934 à Saint-Maur et il y a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Je ne sais pas exactement quand il est parti à Paris, mais au moins jusqu'à 19 ans, c'est sûr.
C'est un livre témoignage sur la condition ouvrière, sur une famille ouvrière. Il ne fait pas de théorie, hein, ce n'est pas son ambition, même s'il était historien. C'est une famille ouvrière, pauvre, voire très pauvre, très nombreuse et originaire de plusieurs régions de France. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils sont arrivés dans l'entre-deux-guerres à différentes dates, mais ils sont arrivés à ce moment-là à Saint-Maur et ils y sont restés définitivement. Pas mon beau-père, mais sa famille y est restée. On verra pourquoi son père n'y est pas resté, lui. Donc, ils s'y sont ancrés. C'est un livre de souvenirs de son enfance et de son adolescence. Donc, il témoigne aussi avec des regards d'enfants, des souvenirs d'enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez particulier. Il a fait beaucoup de recherches ensuite, mais ce sont ses souvenirs d'enfance et d'adolescence qu'il transmet. Et il rend hommage à sa grand-mère en premier lieu, à sa mère et à son père, qui se sont séparés au moment de la guerre. Et d'autre part, il a connu une histoire qui est complètement traversée, bouleversée par tous les grands événements historiques qui se sont déroulés dans les années 30, 40, jusqu'au début des années 50. Et c'est de cela qu'il parle. Ils ont connu, sa famille a connu, ses familles ont connu beaucoup d'aléas, dont la guerre de 14 aussi, en ce qui concerne sa famille du Nord en tout cas. Ensuite, Denis effectivement a fait des études d'histoire et il était issu d'un milieu très peu instruit et il s'en est toujours senti un peu coupable. Donc il y a cet aspect-là qui explique une personnalité à la fois très chaleureuse, généreuse et en même temps jamais sûre d'elle-même. Donc il a un besoin de réparation par rapport à sa famille. Et il a un sentiment de fossé aussi par rapport à sa mère qui elle-même a fini ses jours et elle était à la maison de l'abbaye et elle est enterrée à Saint-Maur. Alors, je vais d'abord vous parler. Ici, j'ai retrouvé ces chiffres sur les chiffres de population de Saint-Maur. 40 000 habitants en 1921. En 1936, plus de 56 000. D'où vient cette forte croissance? Ça n'est pas seulement l'évolution démographique de la démographie naturelle, hein, ce n'est pas seulement la natalité. Du côté de sa mère, donc je vous ai mis un plan, et c'est surtout... Est-ce qu'on voit? Non, ça ne sert à rien ce que je fais. Il n'y a pas la flèche. Elle n'apparaît pas. Donc, tant pis. Eh ben, en gros, si vous voulez, c'est surtout le quartier de la Pie, mais aussi le parc Saint-Maur, où ont vécu les membres de sa famille. Je ne sais pas exactement où vit toute la famille paternelle. Je ne le sais pas. Ce sont des migrants de l'intérieur, avec tout ce que cela suppose aussi de déracinement, bien évidemment. En particulier, la famille du Nord. Cette famille Roger, Léa Roger, qui était la grand-mère de Denis, qui est venue avec ses 3 filles et qui a perdu très tôt son mari. Sa dernière fille, Marguerite, la mère de Denis, est née en 1910 et son mari est mort en 1911 ou 1912. Arrive la Première Guerre mondiale, c'est l'exode. Donc, elle est partie avec ses 3 filles et on ne sait pas exactement, je ne sais pas exactement quand elle arrive à Saint-Maur. Je sais que je l'ai trouvée dans le recensement de 1926. Elle est recensée et donc elles sont arrivées. Mais ce n'est pas seulement elle qui vient, hein, c'est aussi les membres de sa famille. Elle était d'une famille nombreuse. Et je ne sais pas si je vous ai dit, je perds un peu la tête, son mari était un mineur. Il a été écrasé par une berline au fond de la mine. Donc vous voyez, toute une série c'est une histoire assez touchante, quoi. Et là, je vous ai mis les photos de l'Exode. Évidemment, il n'y a pas de photos dans les archives familiales. Il y en a très peu, d'ailleurs, de photos. Vous avez quasiment tout dans la vitrine. Donc, c'est un petit peu logique. Ils arrivent à Saint-Maur et Marguerite, la fille, la mère de Denis, qui est née en 1910, va très vite travailler. Si je ne parle pas
si je sais que Léa travaillait dans une fabrique de perles. Elle assemblait des perles pour en faire des colliers pour une entreprise. Et M. Gillon a trouvé de quelle entreprise il s'agissait probablement. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. En tout cas, pour sa fille Marguerite, elle a travaillé très jeune. Elle n'avait pas 13 ans passés. Donc et c'est pour cela que je vous ai mis sur la page suivante 2 pages de son livret de travail. Donc, les établissements Leblanc, on voit, si vous regardez la date de naissance, c'était 1911 dans l'état civil, mais c'est 1910 ici. Et elle a travaillé aux établissements Leblanc, à l'Agence centrale des fileteries réunies. Et je vais vous projeter une photo, de la carte industrielle de 1927. Donc, elle est restée apprentie à l'Agence centrale des fileteries réunies, qui était une usine de travail du fil. Donc, elle y est restée une journée. Et M. Gillon m'a dit qu'il y avait effectivement, mais je n'ai pas eu le temps de regarder, un témoignage sur le travail dans cette usine. Et elle a travaillé aussi aux établissements Leblanc, et ceci assez durablement. Voici une carte justement des entreprises de Saint-Maur, où, alors je pensais pouvoir le faire, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer où, mais vous pourrez retrouver, on voit en très gros l'Agence centrale et fileteries réunies, plusieurs de ces entreprises, donc les établissements qui sont plutôt, si j'ai bonne mémoire, plutôt vers le comment dire, ça fait le nord-est, non, nord-ouest, pardon. Ah ouais, je regarde à l'envers, donc excusez-moi dit. Vous connaissez? Oui, voilà. Donc, voilà. Mais aussi sont arrivés en même temps, à la suite de l'Exode, après des errances assez longues. J'ai oublié de vous dire, Suzanne, la deuxième fille de Léa, qui avait 3 ans de plus que la mère de Denis, Suzanne est née en Belgique, à la Louvière. Vous voyez, donc des errances qui étaient... et ce sont des populations qui sont venues peupler Saint-Maur. Et également, alors attendez, excusez-moi, je vais trop vite, également la famille Ducrot, qui était la famille de Léa, ses frères, ses sœurs, avec lesquels elle avait beaucoup de contacts. J'ai oublié combien ils étaient d'enfants, mais c'était la démographie du Nord, avec beaucoup d'enfants par famille. On verra, je crois que c'était 8 ou 9 enfants, et la famille de la belle-mère de Denis, qui venait de Fourmies en fait, ils étaient 13 enfants. Vous voyez, vous allez voir par rapport à la famille de Denis, ce n'était pas les mêmes nombres, mais c'était le Midi. Donc, cette famille s'est installée à Saint-Maur. Et côté paternel, c'est une famille très différente au départ, puisque ce sont des paysans du Lot. Je vous ai mis une vieille photo du port de Gagnac, puisque le village de l'Atelière était au-dessus de ce village du port de Gagnac, et sur le bord de la Serre, donc. Et à côté, je vous ai mis une photo de son grand-père, du grand-père maternel de Denis, avec Denis, qui a passé plusieurs séjours dans le Lot. Et ce grand-père est venu s'installer lui aussi à Saint-Maur et y est enterré. Vous voyez, donc c'est vraiment des migrations intérieures très importantes et de populations qui se sont fixées ici. Il faut croire qu'elles ont été bien accueillies. En tout cas, voilà. Côté paternel, donc, ce sont des paysans, mais ils ont certes... le père de Denis était ouvrier agricole là-bas. Dans les années 20, j'ai son livret militaire. Il fait son service militaire à Cahors. En tout cas, il est contrôlé à Cahors. Ça va mieux là? Merci. Donc, dans les années 20, il n'est pas à Saint-Maur. En revanche, en 1936, il vit à Saint-Maur. En 1934, il s'est marié avec la mère de Denis et leur fils est né en 1934. Et ils habitaient rue Vassal, premier ancrage à Lapie. Voilà. Donc, ils viennent d'une région de montagne.
Ils viennent d'une région où l'alphabétisation était plus poussée que dans les mines du Pas-de-Calais. La mère de Denis lisait et écrivait avec difficulté. Le père de Denis avait le certificat d'études. Le frère du père de Denis, de 10 ans plus âgé, avait le brevet élémentaire. Donc vous voyez, ce sont des profils très différents, mais en même temps, qui tous vont s'installer ici. Et leur famille est moins nombreuse, puisque du côté, mais c'est peut-être le hasard, hein, du côté du père de Denis, ils étaient 3 enfants, séparés par 10 ans d'écart à chaque fois. Et la dernière, la plus jeune, qui elle n'a pas fait d'études, qui a été à peine à l'école, est restée au village avec leur père, Jean-Denis Sels. J'ai oublié d'en mettre une photo, mais c'était un visage très typique de paysan. Et elle n'est venue à Saint-Maur, pardon, pas à Paris, à Saint-Maur, que après la mort de son père. Donc, il y a culturellement, socialement, c'est un profil très différent et en même temps, ce sont des profils qui vont se croiser. Alors, ce sont aussi donc des ouvriers pauvres, je vous l'ai dit tout à l'heure, des familles ouvrières pauvres qui se sont installées majoritairement dans le quartier de l'Api. Au départ, en 26, Léa et sa fille, Suzanne, habitent, non, c'est en 36, je ne sais plus, rue Garnier-Pagès. Donc je crois que ce n'est pas le quartier de l'Api, je crois que c'est soit le parc Saint-Maur, soit à Danville, c'est ça, rue Garnier-Pagès, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Donc sur le plan, tout à l'heure vous verrez un peu mieux. Ici, je vous ai mis bien sûr des photos de la famille. Marguerite, sur la première photo, est à gauche de sa mère Léa, et à droite, c'est Suzanne Roger, qui va épouser Édouard Vallerand, dont Monsieur Gillon vous a parlé tout à l'heure, et qui ensuite, après la guerre, après avoir être rentré de déportation, épousera Maurice Léger. Au centre, cette photo, elle n'est pas très visible, mais en même temps, on y voit l'intérieur dans lequel vivait Marguerite, Denis, c'est lui à tous les coups, ils n'ont pas eu d'autres enfants. Hein. Et je pense que c'était rue Vassal, puisque c'était là qu'ils habitaient en 1934. Et à droite, cette photo que je trouve très touchante, où Denis tient un pantin, il doit avoir combien, 5 ans? Quelque chose comme ça, je pense qu'il a 5 ans. Donc c'est pour vous situer un petit peu le milieu, et vous voyez cet intérieur de leur logement, qui était un petit logement, mais dont Denis ne parle pas beaucoup. Donc celui-là, il n'en parle pas. Il va parler par contre de ce qu'il a connu après la guerre. Je me suis trompée, excusez-moi. Alors, je vous ai mis cette carte pour que vous voyez bien où cela se situe. Je ne suis pas sûre que ce soit très très visible, mais on voit bien que l'essentiel de leur logement sont, si je pouvais grossir, je ne sais pas le faire. Si vous voyez, hein, là, en tout cas, tout est entre le pont de Créteil, voilà, c'est dans cette zone-là, et la rue Garnier-Pagès qui est ici. Et il faut imaginer que quand Denis enfant, qui vivait avec ses parents, alors peut-être pas quand il avait 4 ans, je ne sais pas exactement à partir de quand, mais ils allaient voir avec sa mère régulièrement la grand-mère de Denis qui était ici, à pied, hein, ça va de soi. Donc il est devenu un excellent marcheur, hein, je peux vous dire, qui était difficile à suivre en montagne même. Le quartier de l'Api, où il vivait dans les années 30. Je pense aussi dans les années... là, vous avez à gauche une photo que m'a trouvée M. Ségouffin, de la rue Garnier-Pagès, une épicerie. Et Léa et Suzanne vivaient au 25. Je me suis trompée dans le numéro que j'ai dit. Mais on voit bien que c'est encore très peu habité. C'est encore un habitat... limité,
des petites maisons, des petits pavillons. À droite, vous avez l'avenue de Beaujeu. L'avenue de Beaujeu, je crois qu'elle était à côté de là où travaillait... je crois, il faut que je demande à monsieur... C'est vous qui monsieur Gillon, c'est vous qui m'avez donné l'avenue de Beaujeu, je crois. Je ne sais plus. Donc, c'est là que travaille l'usine, l'entreprise de fabrique de perles de verre était à côté de cet endroit-là. Et c'était un travail à domicile. On n'imagine pas, on croit que ça s'est arrêté au XXe siècle, que c'était le XIXe siècle. Ben non, elle participait. Et en 1936 encore, elle participait, elle fabriquait. Donc, elle assemblait des perles qu'ensuite elle allait redonner à cette entreprise. Donc, travail à façon, je pense. Je pense que M. Gillon pourra vous en dire plus sur ce sujet parce que je n'ai pas bien enregistré. À la même époque... Marguerite travaillait dans une fabrique de papier peint. Je crois que je vous ai mis une photo. C'est la fabrique de papier... Non, ça c'est la fabrique de couvre-pied. Fabrique de papier peint. Excusez-moi, je me trompe parce que je ne connais quand même pas. Oui. Donc la fabrique de couvre-pied, c'était Marguerite, la mère de Denis qui y travaillait. Je ne sais pas si vous connaissez, rue d'Arromanches. Oui, vous connaissez. Donc, je ne sais pas s'il reste beaucoup de traces de cette usine. J'imagine que c'est entièrement loti maintenant. Voilà. Et Suzanne travaillait à l'usine de papier peint. À la même époque, c'est-à-dire en 1936. Donc, l'usine Gaillard-Motel, je vous l'ai marqué. Quant au père de Denis, il a été à l'usine May, qui était avenue Jean Jaurès. Et donc, il est inscrit dans le recensement, il est inscrit comme confiseur, puisque c'était une usine qui fabriquait des confiseries et qui a fabriqué des malabars. Voilà. Comment ? Des chewing-gums, oui. Les malabars, c'est après la guerre. Voilà. Mais pour trouver des photos plus précises du quartier, c'est difficile. En voici une, l'avenue de Beaujeu, justement. L'avenue de Beaujeu. Alors, je recherche parce que je ne connais pas tout très bien, bien sûr. Quant à la sœur aînée de Marguerite et Suzanne, elle travaillait, elle, comme fille de salle à l'hôpital de Créteil. Donc, vous voyez, on tourne toujours sur un milieu très modeste, avec des revenus évidemment réduits. Et des personnes qui ne se plaignaient jamais. Alors, vous voyez, là, c'est vrai que l'avenue de Beaujeu aussi, excusez-moi, je trouve que c'est intéressant de voir cet habitat. On n'imagine pas cela, on a l'impression que ce n'est pas, que la route est encore en terre, caillouteuse, on ne sait pas, voilà. C'était vraiment la périphérie par rapport à Saint-Maur. Et donc, je pense que ces quartiers attiraient moins l'attention des photographes. C'est dommage et on a peu de documents. J'ai peu de documents à vous proposer. Ça, ce sont des photos qui sont trouvées sur le site de Saint-Maur. On a triché un petit peu. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à tout cela, Denis témoigne surtout de la façon dont vivait Léa, sa grand-mère, chez qui il allait souvent, mais il était avec ses parents encore dans les années 30, oui, en 1936 en particulier. Et ce qui l'a frappé, mais après coup, c'est la précarité, mais une précarité dont on ne se plaint pas. Donc là, c'est vraiment des leçons de vie. Je crois que c'est aussi ça qui a beaucoup compté pour lui. Je ne sais pas s'il y a eu des études sur la composition sociologique des quartiers dans les années 20 et 30. Je ne sais pas si ça a été fait à partir des recensements, mais c'est très fastidieux, ça pourrait se faire, parce qu'on a à la fois les indications des métiers, des provenances, où ils sont nés, donc on pourrait le faire. Et c'est aussi là l'origine géographique qui serait intéressante. Parce que comment est-on passé en 15 ans de 40 000 à 56 000 habitants, je vous ai dit tout à l'heure. Ça fait quand même une augmentation phénoménale, hein. Pas tout à fait 40%, quelque chose comme 30 ou 40%. Donc ce sont ces populations qui sont venues s'installer. Alors, évidemment, l'un des attraits de Saint-Maur,
c'est la densité du tissu industriel. Ici, cette photo, cette représentation des industries, de la carte industrielle de la région parisienne, montre bien le contraste entre, on voit bien la boucle de Saint-Maur, très densément peuplée, et les champs tous au-delà de la Marne, les champs, la campagne, la grande culture, ou peut-être pas plus la grande culture, je ne sais pas. Alors j'en arrive à la Seconde Guerre mondiale, je vous dirai plus précisément comment vivait Denis chez sa grand-mère après la guerre, parce que c'est surtout de cela qu'il a parlé, enfin c'est d'après la guerre qu'il a parlé pour décrire cet aspect-là. Pendant la guerre, elle a eu des effets aussi à l'échelle des individus, à l'échelle des familles. Et la première chose, une des premières choses à noter, c'est qu'effectivement, la drôle de guerre a été marquée pour la famille par l'exode. L'exode, Denis est parti avec sa mère, il avait donc 5 ans, 6 ans. Il est parti avec sa mère, premier exode, pour le Lot, avec, vous avez tous vu les images de cette période, quoi. Donc les trains pris d'assaut, et grâce à son parrain, il a pu ne pas être perdu dans la foule parce qu'il a passé Denis par la fenêtre du train pour que sa mère puisse l'emmener avec lui. Et après, pour ne pas le perdre, parce que le voyage jusqu'entre Châteauroux et Brive a mis 7 jours, donc on n'imagine pas tout cela, il était attaché à sa mère par une corde. Comme ça, il était sûr de ne pas être perdu. C'est vraiment étonnant. Quant au père de Denis, il est resté à Saint-Maur. Il a été mobilisé. Je vous ai mis ici justement des 2 pages de sa mobilisation. Donc, mobilisation en 1939, la page de gauche, rappelée à l'activité par le décret de mobilisation générale, et démobilisé en 1940. Mais avant, il avait participé au déménagement des archives du gouvernement, des archives qui étaient dans certains ministères. Parce que comme il travaillait, je ne vous ai pas parlé de Fernand, c'est vrai. Je vous ai parlé juste de l'usine May, j'ai oublié, mais après l'usine May, dont il a été licencié pour fait de blocage d'usine, donc il a participé aux grèves de 1936, il a travaillé à la Ville des Eaux, de Joinville-le-Pont, Saint-Maur, et puis il a été embauché à la TCRP, l'ancêtre de la RATP. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il a été affecté au train, puisqu'évidemment, il fallait conduire des véhicules pour transporter ses archives. Et là, c'était justement la première page de quand il a fait son service militaire en 1926, à Cahors. Enfin, c'était centralisé à Cahors. Alors, cette Seconde Guerre mondiale, je crois que je suis allée beaucoup plus loin. C'est pour la famille une période de forte perturbation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est parti, qu'il a participé à l'exode, il est revenu, ils sont repartis. Et ils sont revenus à la fin octobre 1940, avec sa mère, après avoir passé des temps qui paraissaient bien heureux, car il n'y avait pas les mêmes pénuries au village qu'à sa mort, bien évidemment. Son père donc mobilisé, et la guerre a eu un effet sur la famille, puisqu'elle a désarticulé la famille. Elle l'a désagrégée. Le père de Denis a fréquenté, puis s'est marié finalement avec une autre femme qui s'appelait Marguerite, et elle issue, alors ça aussi c'est intéressant, issue du milieu textile du Nord. Aînée de 13 enfants, à l'usine à 12 ans. À l'époque, il n'y avait pas la loi sur le travail des enfants qui limitait avant 12 ans. Donc voilà. Et menant à la baguette toute la tribu, puisqu'ils sont venus, je crois, quasiment tous à sa mort. Donc 13 enfants d'un coup, ça fait beaucoup, vous voyez. Bon, en tout cas, je voulais juste le mentionner, mais elle ne vit pas à Saint-Maur. Elle vit d'abord à Paris, et ensuite ils vont s'installer avec Fernand à Vanves.
Quant à Denis, d'une part, non, c'est pas celle-là que je veux. Est-ce que ça, je l'ai mis plus tard? Excusez-moi, il faut que je regarde ce que j'ai fait. Ouais, non. Quant à Denis, oui, c'est donc à ce moment-là que je voulais vous en parler. Denis, il a connu une grande période d'errance scolaire. Et si je voulais vous en parler, c'est parce que l'une des raisons pour laquelle il a été déplacé d'école, il allait à l'école de la Pie, à l'école maternelle. Il est sorti de l'école maternelle en sachant lire. Et il a été ensuite dans une autre école. Pourquoi? Parce que les instituteurs étaient mobilisés. Donc, il ne pouvait pas enseigner. Lui, il avait 6 ans, et donc il a été déplacé, puis il est parti à Gagnac, il a fréquenté plus ou moins l'école. À Gagnac, il n'y avait pas d'école, c'était un village perdu dans la montagne, donc il n'y avait pas du tout d'école, bien évidemment. Et finalement, il est revenu, il est revenu en octobre, je crois que c'était en octobre 40, et là, définitivement, il est resté à Paris, et il a été dans une école privée catholique parce qu'il n'y avait plus de place dans les écoles publiques. C'est l'école de Marinville, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un pensionnat aussi. Donc il a été pensionnaire. Il avait donc 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc on voit bien les effets de la guerre à cette échelle-là aussi. Et il savait quand même lire et écrire. Et on a regardé avec Serre ce souvenir quand on est allé une fois à l'Atelière, son village du Lot. Et le monsieur qu'on a croisé, qu'il avait connu enfant et jeune, nous disait, même en gardant les brebis, il lisait. C'est étonnant, hein. Voilà. Donc c'est resté dans... Voilà. Et puis, ça a été une période aussi très troublée à cause des engagements politiques divers. Et ici, bien évidemment, je vous évoque la personnalité de Suzanne et d'Édouard Vallerand. Édouard Vallerand, je pense que vous le connaissez, que vous savez qu'il a été fusillé au Mont-Valérien. Je vous ai joint la photo d'Édouard Vallerand. Il y a une notice très complète, enfin très complète, non. Il y a une notice assez étoffée sur ce qu'il était. C'était un syndicaliste qui s'est engagé dans les FTP, qui a été responsable au niveau des FTP, qui s'est engagé et entré en clandestinité très tôt. Et qui a même, à un moment, été se cacher à l'Atelière parce qu'il était poursuivi comme syndicaliste en 1940. Et donc, il est revenu, il a fait partie du groupe dirigeant des FTP avec Roltanguy, et il a été arrêté et fusillé au Mont-Valérien. C'est pour ça que je vous ai mis la cloche du Mont-Valérien où l'on voit son nom, 20 novembre 1943. Quant à Suzanne, Suzanne, elle ne savait pas qu'il avait été fusillé. Elle-même a été... Alors, elle travaillait à cette époque-là. Je vous ai mis la biographie qu'on trouve dans un des dictionnaires où l'on trouve justement un certain nombre de syndicalistes, mais aussi de militants de différents partis. Et elle a été arrêtée elle-même et torturée pour essayer. Elle a réussi à échapper. Enfin, elle n'a pas réussi à échapper à la police, mais elle a signifié à celui avec qui elle avait rendez-vous qu'elle était repérée. Donc, elle seule a été arrêtée. Et après des périodes de torture, mais ça a été aussi là-bas, elle en parlait très peu. Moi, je l'ai connue, Suzanne. C'était une femme très pétulante, toute petite, très, très sympathique. Mais en même temps, elle n'en parlait pas beaucoup. Simplement, on savait qu'on lui avait arraché les ongles, qu'on lui avait arraché les dents, enfin des choses assez... Mais ça, c'était en Allemagne. Donc, voilà. Et elle faisait partie, je vous l'ai mis ici, arrêtée en octobre 1943, elle est déportée dans le convoi. Elle fait partie du convoi des 27 000. Alors, ça ne veut pas dire 27 000 personnes. Ce sont ceux qui ont comme matricule gravé dans la peau 27 000. Donc, c'est pour cela qu'elles ont été désignées ainsi. Le voilà, Vallerand. Et puis, c'est aussi des divisions politiques à l'intérieur de la famille, puisque d'abord, Denis a été témoin d'un épisode qui est resté présent jusqu'à la fin de sa vie, dont il nous parlait régulièrement, l'arrestation d'une famille juive.
dont les enfants, les 2 fillettes, ont été sauvés par les voisins dans le quartier de la Pie, au moment où ils habitaient, donc rue Vassal encore, je crois. Vous voyez, donc c'était à ce moment-là que ça s'est passé. Et du côté de sa belle famille, les choses étaient moins nettes. Du côté de Marguerite Collier, puisqu'il y avait des 2 frères de Marguerite qui étaient des collaborateurs, mais qui étaient des ouvriers, et qui, dans ce que dit Denis, il ne les a jamais imaginés commettre des actes de barbarie ou ce genre de choses. Mais dans les idées, c'était ça. Donc vous voyez les divisions politiques à l'intérieur des familles, et tout ça, ça fait que Denis était très modeste par rapport à tous ces engagements, toutes ces contradictions finalement. Alors l'après-guerre. L'après-guerre, bien sûr. Excusez-moi, j'ai besoin de mon pense-bête. L'après-guerre, c'est l'enfance et l'adolescence dans le quartier de la Pie. Je vous ai trouvé des photos. Je ne suis pas sûre que la rue Saint-Honoré soit dans le quartier de la Pie, mais ça correspond à des images du Saint-Maur que j'ai connu quand moi j'allais voir Maurice et Suzanne. Vous voyez, quand j'étais enfant, mais c'était assez flou quand même. Après-guerre, la pauvreté est toujours là. La grand-mère de Denis je crois qu'elle travaillait déjà à l'hôpital de Saint-Maur. Elle était devenue blanchisseuse. Donc, je vous ai passé la photo où on voit Léa et ses copines, comme elle disait, non ? Alors, je vous la passerai plus tard, je crois que je ne sais plus dans quel sens je l'ai mis. C'était aussi une période de rationnement. Et ici, vous avez la carte de rationnement une carte de rationnement du père de Denis, encore en 1946. Rationnement pour des chaussures, rationnement pour des vêtements. Si j'avais mis l'autre volet, vous auriez vu que c'était pour des chaussures. Voilà. Le quartier de la Pie, qui était le centre donc de la vie de Denis et de Léa, puisqu'à cette époque, Denis vit chez sa grand-mère. Je ne sais plus quand est-ce que je voulais vous en parler. C'est là, hein ? Oui, c'est là que je voulais vous en parler. Parce qu'il faut imaginer que Denis, il a grandi avec sa grand-mère dans une double pièce, puisqu'il dit qu'il y avait 2 parties dans cette pièce de 8 mètres carrés. Il partageait son lit avec sa grand-mère. Donc il est devenu extrêmement pudibond, disait-il, hein, très pudique. Il a grandi, il est resté là jusqu'à l'âge de 19 ans. Et on n'imagine pas ça. C'était un cagibi, une sorte de petit hangar qui était au fond d'une cour, pas très loin de chez sa mère, puisque c'était une rue perpendiculaire, c'était la rue Vergniaud, perpendiculaire à la rue du Travail, où sa mère habitait à ce moment-là. Donc, ils ont grandi sans eau courante, sans électricité. Et ils allaient se laver à l'eau du puits. Et quand ce n'était pas possible, ils avaient une propriétaire. La propriétaire de Léa était une femme visiblement qui savait très bien lire et écrire, qui ne vivait pas dans les mêmes conditions, et avec qui Léa s'entendait très bien. Donc, elle les aidait éventuellement, mais il n'empêche que c'était ce réduit dans lequel ils ont grandi. Et ceci jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, vous imaginez, ce n'est plus tout à fait l'enfant de 5 ans dont on parlait tout à l'heure. Ils avaient des loisirs, bien sûr. Alors, je vous montre quand même avant la photo de Léa et de sa mère. La photo de gauche, c'est Léa avec ses copines à l'hôpital de Créteil. Et la photo de droite, la personne qui est tout à fait à gauche de la photo, pour vous aussi, c'est Marguerite, sans doute dans une cérémonie de famille, j'imagine, mais je ne connais pas, je n'ai jamais connu le reste de la famille. Donc Marguerite Gauger, dans les années 50, on peut imaginer, peut-être 60, mais ça ressemble plutôt à 50. Voilà. Et quels étaient les loisirs ? Pour Marguerite en particulier, Denis les définit comme ça: le cinéma,
le bal, la chanson. Donc il a grandi, baigné dans cette atmosphère-là. Il nous racontait qu'il est arrivé quand enfant, qu'elle l'emmène danser. Enfin, il ne dansait pas, mais elle allait danser au bal de la rue de Lappe, dans le 11e. Je ne sais pas si vous savez où c'est près de la Bastille. Voilà. Donc, les loisirs, les voilà. Et pour Denis, les loisirs, c'était les copains. C'était la rue, les voisins de la rue. Et dans le quartier, il y avait beaucoup d'Italiens qui vivaient. Il nous a longtemps parlé des Zacconi. Je ne sais pas si M. Ballard, les Zacconi, vous les avez connus? Vous n'avez pas connu? Oui. Parce qu'ils étaient très nombreux dans ce quartier-là. Et visiblement, les grandes distractions, c'était d'une part, évidemment, d'aller jouer au ballon dans la rue, d'aller se balader, d'aller en vadrouille, et puis d'aller se baigner dans la Marne, moyennant quelques petits accidents au passage, plus ou moins dramatiques d'ailleurs. Et Denis raconte qu'il se baignait donc dans la Marne, là où il pouvait aller n'importe où, c'était pas très autorisé, mais il y allait quand même. Il s'est même cassé une fois, cassé l'épaule, quelque chose comme ça. Et il leur arrivait, c'est une anecdote assez savoureuse, d'aller se baigner en face de la baignade au pont de Créteil. Vous connaissez sans doute, moi je ne connais pas. Et cette baignade au fond de Créteil, il y a un plongeoir. Donc, discrètement, ils allaient profiter du plongeoir de la baignoire du pont de Créteil, du derrière, donc, qui est du côté Créteil. Et puis, bien sûr, pour Denis, ce qui a été fondamental, c'est l'école. Même si cette école, elle a été en pointillé pendant la guerre, il est entré à Marcellin Berthelot. Là, c'est une photo plus récente. J'ai oublié de mettre la photo en 1936. Le lycée Marcellin Berthelot a ouvert en 1938. J'ai marqué 36 et 38. En fait, j'ai fait une erreur, c'est parce que j'avais une autre photo de 1936. Et Denis a eu l'extrême chance d'être poussé par son institutrice, ça rappelle quelque chose, et qui l'a inscrit en 8e au lycée Marcellin Berthelot. Donc il y avait, comment dit-on, c'était l'école primaire et non l'école élémentaire. Donc la 8e, il a fait de la 8e à la terminale au lycée Marcellin Berthelot. Et donc, mais si à l'époque ça existait, hein, tu pourras peut-être dire, parce que tu sais un petit peu toi. Donc, ça a été une chance extraordinaire. Visiblement, cette maîtresse avait repéré que c'était un enfant calme, et il adorait la lecture, et donc il est allé à Marcellin Berthelot. Il se présente comme un cancre, mais enfin, je pense que la suite a dit que c'était pas tout à fait le cas. En tout cas, il est donc rentré au lycée Marcellin Berthelot, et en classe de terminale, peut-être avant, c'est là qu'il a connu Monsieur Ballard. Voilà, dont il parle, et il nous a parlé beaucoup de Monsieur Ballard et d'un 3e et d'un 4e larron, qui était Camille Alaz, Monsieur Alaz. Voilà. Et puis, il a eu des professeurs marquants, des professeurs engagés politiquement dans le Parti communiste. J'ai mis un exemplaire d'une copie qu'il avait fait en classe de philo, qui était annotée par Roger Garaudy. Donc c'était lui-même, je ne sais pas s'il est rentré, enfin je suppose, subodore qu'il a dû adhérer au Parti communiste à ce moment-là. Et il adorait Madeleine Rébériou, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc en tout cas, il aimait vraiment beaucoup ses professeurs. Il parle aussi d'autres professeurs. Donc, voilà. Et il a perdu de vue ses amis, Michel et Camille, après le baccalauréat. Il a fait des études et il est donc devenu... il a fait des études qui ont duré très longtemps, en effet. Et il est devenu professeur d'histoire-géographie. Donc, comme il était premier au CAPES, donc c'était pas mal. Et il a été affecté au lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Puis ensuite, il est venu dans les années 70. Il a été nommé professeur de classe préparatoire
au lycée Condorcet à Paris. Voilà, et il a fini sa carrière au lycée Chaptal. Voilà. Donc, j'ai 2-3 mots de conclusion. Ici, je vous mets une photo justement de cette autre famille, parce que ce n'est pas seulement la guerre, je pense que c'est aussi la différence de milieu social qui explique que Denis avait des rapports très étroits avec son père et beaucoup plus distants avec sa mère. Pas comme avec sa grand-mère, très différent. Parce que pour sa mère, c'était un peu une trahison qu'il avait commise. Donc c'est quelque chose qui est difficile à saisir quand on ne connaît pas. Il apparaissait comme ce qu'on appelle un transfuge, vous voyez. On n'a jamais employé ce terme-là, mais c'était un petit peu ça. Il avait changé de milieu social et c'était plus ou moins accepté. Du côté de la famille paternelle, c'était non seulement accepté, mais admiré, bien sûr. Et pour terminer, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que par ce livre, il a voulu à la fois donner vie à des personnes dont on parle très rarement, leur donner un petit peu, non pas la parole directement, il ne les fait pas parler, il n'est pas un romancier, il n'est pas un... Mais il essaye de faire sentir un petit peu cette mentalité, cette culture populaire, ces conditions de vie ouvrières aussi. Et il a une énorme dette. Il avait une énorme dette, il le vivait comme ça, à régler vis-à-vis de sa grand-mère, je crois. Voilà. Mais vis-à-vis de ses parents, il adorait sa mère quand même si les relations étaient difficiles. Et son père, nous l'avons connu et abondamment fréquenté, signe justement que c'était... voilà. Donc, et il faut dire aussi que cette formation assez particulière a fait de Denis quelqu'un d'extrêmement tolérant, quelqu'un d'extrêmement ouvert. Je n'ai pas parlé de ses propres idées politiques, mais c'était quelqu'un qui doutait sans arrêt. C'est quelqu'un qui avait alors sans doute pas dans les années 50, années là aussi historiquement et politiquement marquées, mais quand moi je l'ai connu, donc dans les années 60, surtout 70 après, c'était quelqu'un qui avait le sens de la nuance et du respect de toutes les opinions, vous voyez, de la relativité finalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, monsieur Ballard, j'ai oublié de vous dire une chose. Toutes les informations que Denis a trouvées sur Saint-Maur, il les a trouvées à un moment où il n'y avait pas d'Internet. Donc, il s'est énormément documenté sur la ville de Saint-Maur. Même s'il n'y vivait plus, je peux vous dire qu'il y était extrêmement attaché. Bonsoir à tous et à toutes. Je n'aurai pas la précision, bien sûr, de Madame Duchemin, car il faut d'abord vous préciser qu'il y a 72 ans que nous nous sommes quittés après le baccalauréat et que je n'ai jamais revu Denis Sels depuis notre sortie du lycée. Donc mes souvenirs sont un petit peu flous, peu nombreux, et je les agrémenterai de quelques réflexions tirées de l'ouvrage que Pierre Gillon m'a aimablement prêté pour préparer cette mini-conférence, de sorte qu'il y aura un mélange de souvenirs, de questions et de réflexions. La première chose qui m'est apparue en lisant cet ouvrage, c'est le fait que le Saint-Maur que Denis a connu n'a rien à voir avec le Saint-Maur d'aujourd'hui. Le quartier de la Pie, c'était
des petits pavillons, c'était des baraquements, des cahutes où de petites gens s'entassaient sans avoir le minimum eau, gaz, électricité, toutes choses qui devaient être partagées se trouvant dans des cours communes. Il y avait aussi de grands espaces vides, particulièrement près de la Marne. Et c'est là que souvent, Denis et ses copains de quartier, ces Italiens que Madame Duchemin a évoqués, se retrouvaient pour des parties de football ou autres jeux d'adolescents. Les ruelles n'étaient pas toutes goudronnées. On a souvent parlé dans le livre de la rue du Travail, qui était une ruelle avec plein de bosses, de trous et de flaques d'eau quand il pleuvait. Et ce n'est que sur le tard que cette ruelle du Travail a été goudronnée par la municipalité. Donc une ville, si vous voulez, au moins dans ce quartier, et ne mélangeons pas ce quartier avec celui de la Varenne, qui apparaît au contraire comme un quartier huppé, pendant la fin de l'entre-deux-guerres et la période de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la Pie, c'était le quartier pauvre de Saint-Maur. Et cela, il ne faut naturellement pas l'oublier. L'ouvrage nous donne un portrait de Denis sur lequel je voudrais un peu revenir. D'abord, ce mélange étonnant entre famille du Nord, famille ouvrière, adepte du travail, et en particulier du travail à la mine, adepte du petit coup de rouge, assez souvent, et puis une famille du Midi, du Lot, Gagnac, d'origine paysanne, habituée aussi au travail des champs et extrêmement sérieuse. Un mélange donc assez étonnant. Et j'ajouterais une famille aussi très nombreuse. Je ne me suis pas amusé à compter à travers l'ouvrage le nombre de cousins que possédait Denis, mais c'est assez effrayant. Il y en a partout. Je ne les connais pas du tout. Donc, une famille très, très large, et une famille qui a été passablement chahutée pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, le fait que les parents, Fernand et Marguerite, ne s'entendaient guère et ont vécu séparés jusqu'à un divorce qui ne s'est effectué qu'en 1960. Aussi, une famille, disons, aux revenus modestes. Et là, on peut s'interroger peut-être sur la pauvreté que décrit Denis dans son livre, dans la mesure où, d'une part, au lycée, il ne se distinguait nullement des autres élèves, de nous-mêmes. Il ne représentait pas, si vous voulez, une famille particulièrement misérable ou ouvrière. Il le lit lui-même dans son livre, ses habits ne le distinguaient pas des habits de ceux qu'il appelait les petits bourgeois. Et j'en étais, évidemment. Denis a été passablement chahuté dans sa vie scolaire.
Et il faut rappeler, avec Madame Duchemin, qu'il a commencé dans une école à Lappy, puis on l'a transporté au moment de l'exode à Adanville, puis il a fréquenté un établissement privé catholique avenue de Marinville. Ensuite, il a été dans une école à Vanves, dans 2 pensionnats, si je ne m'abuse, dont un au moment de la Libération à Amboise. Il a donc connu, si vous voulez, une scolarité extrêmement fragmentée, déséquilibrée, et c'est ce qui vous explique, sans doute, que ce n'est qu'en 1944 qu'il entre au lycée Marcelin-Berthelot en 8e et non pas en 6e, alors que normalement, si vous voulez, on entrait à Marcelin-Berthelot au lycée lorsqu'on atteignait 10 ans et demi. Donc Denis a eu dès le départ un retard scolaire extrêmement important. Ce qui ne signifiait pas ignorance, car Denis a toujours été, au cours de sa vie, un passionné de lecture. Et si vous lisez son livre, vous noterez les références extrêmement nombreuses qu'il fait à différents auteurs, à des philosophes qu'il connaissait sur le bout du doigt. Donc, il, équilibrait son retard scolaire avec un certain nombre de lectures, et il faut le rappeler. Et c'est cela qui m'a un petit peu intrigué en ce qui concerne la pauvreté de la famille. Car mon ami Camille Halas, dont je parlerai dans un instant, me rappelait au téléphone hier que lorsque Denis était en première, je crois, ou en seconde, il allait librement sur les quais de la Seine chez les bouquinistes, où, avec de l'argent de poche qu'il avait, il achetait un certain nombre d'ouvrages. Nous, à cette époque, à cet âge-là, nous n'avions très peu d'argent de poche, pour ainsi dire pas, et nos parents ne nous auraient jamais permis d'aller seuls, quai de la Seine, fréquenter les bouquinistes. Donc là, il y a quelque chose d'un peu ambigu sur lequel il faudra peut-être revenir. Il a été évidemment très marqué par la rupture de ses parents et le fait qu'il ait vécu une grande partie de son adolescence avec sa grand-mère Léa dans des conditions extrêmement difficiles, puisque, d'après sa description, il s'agissait d'une baraque d'une douzaine de mètres carrés, pas plus, et qui était séparée de la baraque voisine par des grands cartons qu'il fallait changer de temps en temps, car il prenait l'eau. Donc vous imaginez, si vous voulez, une vie extrêmement compliquée entre une chambre à coucher extrêmement réduite, partagée avec la grand-mère, et une petite salle servant de cuisine et de séjour, où une table simple permettait à Denis de réaliser les devoirs que le lycée lui imposait. Donc, effectivement, une vie scolaire extrêmement difficile. Alors, revenons aux années qui ont été nos années communes. Moi, je suis entré au lycée en 1946. En septembre 1946, j'avais donc 10 ans et demi. Et j'étais accompagné par un duo qui m'a accompagné tout au long des années de lycée,
et que Denis cite à 2 ou 3 occasions dans son livre. C'était, dans l'ordre de l'âge, Camille Alaz, né en 1934, et que j'ai eu au téléphone hier pour qu'il rafraîchisse ma mémoire sur nos années communes au lycée. Camille Alaz a fait une très belle carrière puisque, après Sciences Po, il est entré à Air France, où son père était inspecteur général, et il est devenu, au sommet de sa carrière, directeur commercial d'Air France, jusqu'au moment où M. Blanc, ancien PDG de la RATP, est devenu PDG d'Air France et a convoqué mon ami Camille en lui disant « Monsieur Alaz, restez chez vous dans les 6 mois qui restent avant votre retraite. J'ai toute mon équipe, on n'a pas besoin de vous », ce qui était évidemment un compliment un petit peu rude pour notre ami. Le deuxième du quatuor formé avec Denis, c'était Christian Brossier, qui a eu une carrière éblouissante, puisque après Polytechnique, il est devenu ingénieur général des ponts. Il a été directeur des ports de France, commandeur de la Légion d'honneur, et au contraire, a eu une vie privée extrêmement difficile, dans la mesure où il avait attrapé la poliomyélite lors de son service militaire en Algérie. Il en avait perdu l'usage d'une jambe et il avait épousé une infirmière de l'hôpital où il avait été soigné dans un mariage qui n'a pas été durable ni heureux. Christian Brossier est mort il y a 5-6 ans. Il habitait juste en face de chez moi, à Sucy-en-Brie, et nous avions aussi gardé des liens d'amitié très forts. Donc le troisième, c'était moi. Je dirais tout sommairement que j'ai fait des études littéraires, bien sûr, avec l'agrégation d'histoire en 1959, puis l'école de Rome en 1965, pardon, parce que je mettais les 2 années de service militaire à Berlin, ce qui m'avait permis d'échapper à la guerre d'Algérie sans que j'aie fait quoi que ce soit pour ce faire. Donc, voilà le quatuor qui a vécu des années très riches au lycée Marcelin-Berthelot de 1946 à 1953. Comment nous voyait Denis ? J'avoue que j'étais un petit peu agacé que dans son livre, il nous voit comme des petits bourgeois, correctement habillés, alors que lui, si vous voulez, sortait d'un milieu ouvrier relativement pauvre. Je dois dire que de notre côté, nous n'avons jamais, en tout cas de ma part, jamais vu Denis comme un prolétaire, jamais. Il était notre égal. On connaissait d'ailleurs très mal les familles des uns et des autres, parce que ce quatuor a vécu au lycée ou dans les environs du lycée, mais je n'ai aucun souvenir que Denis soit venu à Sucy-en-Brie, où nous habitions tous les 3, et qu'il ait fréquenté nos familles. Donc le milieu social d'origine était pratiquement inconnu des uns et des autres. De telle sorte que pour nous, ce concept de pauvreté
de la part de la famille de Denis Sels nous était totalement étranger. Alors, quelles étaient nos activités? Bon, bien évidemment, on a suivi les mêmes professeurs. Hein. Je rappelle, par exemple, que de la 6e à la terminale, à la philo, j'ai eu le même professeur de maths. C'est pour ça que je suis si mauvais en mathématiques. Au contraire, nous avons eu d'excellents professeurs de lettres. Et pour finir, en terminale, la personnalité qui a marqué un certain nombre des élèves de notre classe, la personnalité de Roger Garaudy. Roger Garaudy, je pense que ça vous dit quelque chose, c'était professeur de philosophie de Marcellin Berthelot, qui, en l'année 52-53, où nous étions en terminale, finissait de rédiger sa thèse qui portait sur la théorie matérialiste de la connaissance. De sorte que, peu de temps après notre classe, Garaudy a été nommé professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Mais il n'en avait pas moins marqué un certain nombre des écoliers de son temps. Et il y en a un certain nombre, dont Denis, qui sont passés assez rapidement du côté du Parti communiste. Alors ça m'amène à vous demander pourquoi Denis a eu l'impression que notre amitié s'était relâchée, défaite, à cause du fait que d'un côté, il y avait 3 petits bourgeois, et de l'autre côté, quelqu'un qui flirtait avec le Parti communiste. Je vous avoue que, au moins pour moi, il n'a jamais été question de politique avec lui. Jamais. Je crois plutôt que le relâchement de cette amitié est dû au fait qu'après le baccalauréat, nous avons pris des orientations différentes. Je rappelle que Denis avait loupé son baccalauréat de première et qu'il était passé malgré tout en terminale avec l'obligation de passer à la fin de la terminale aussi bien le bac de première que le bac de terminale. Ensuite, Christian Brossier est passé en hypotaupe, Camille Elaz a préparé Sciences Po, moi-même je suis passé en hypocagne à Henri IV, et c'est vraisemblablement cette orientation différente de notre trio qui a provoqué le relâchement des amitiés longtemps vécues au lycée Marcellin Berthelot. Camille Alaz me disait hier au téléphone que par 2 fois, il est allé chez Denis à bicyclette après le baccalauréat et qu'il ne l'a pas trouvé. Il n'a trouvé que sa maman. Et ces 2 expériences, disons, ont arrêté ces tentatives de renouer, si vous voulez, les liens d'amitié avec Denis. Donc, c'est à ce moment-là que Denis a connu une carrière assez différente de la nôtre. Et cette carrière me pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, les distances entre les concours qu'il a réussis. Nous avons passé le bac en 1953. Or, Denis réussit à être le premier du CAPES d'histoire-géographie
en 1958, si je ne m'abuse. Donc ça fait, disons, 5 ans. Mais il ne passe l'agrégation que 10 ans plus tard. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une question que je peux poser, si vous voulez, à la famille ici présente de Denis. Et puis aussi, ce qui m'avait un petit peu intrigué, c'est qu'en ayant fait de l'enseignement au lycée de Saint-Germain-en-Laye, il avait commencé, si vous voulez, à s'intéresser à l'histoire de l'Antiquité, puisqu'il a écrit, me semble-t-il, 1 ou 2 articles sur l'esclavage dans l'Antiquité. Et le voilà qui part comme assistant à la faculté des lettres de Besançon, en histoire ancienne, où il reste, semble-t-il, 2 ans. Et au bout de 2 ans, la faculté ne lui plaît pas. Aujourd'hui, personne ne ferait plus ça, tellement il y a de concurrence dans les emplois de maître de conférences dans les facultés des lettres. Au bout de 2 ans, donc, il part et il se retrouve professeur de classe préparatoire dans des lycées parisiens, à Condorcet, si je ne m'abuse, et ensuite à Chaptal, où il a terminé sa carrière. Donc il y a eu des trous, si vous voulez, dans la carrière de Denis, trous qui sont, pour moi, difficilement explicables, attendu qu'il était à la fois quelqu'un de très intelligent, un grand lecteur, dévoreur de livres, et son petit livre le montre, jusqu'à ses derniers jours. Et je dirais que pour moi, et pour Camille Alaz, qui a les mêmes souvenirs pratiquement que moi, Denis reste un homme de bien, c'est-à-dire une belle personne. Merci beaucoup. Bonjour, je vais dire quelques mots. Je ne suis que le mari de madame. Honneur aux femmes. Bon, il se trouve que j'ai connu Denis à partir de 1980 et que nous nous sommes plus que très bien entendus. Donc, je peux dire à Monsieur Ballard que lorsque nous discutions fréquemment, en particulier les vendredis soirs autour d'une bonne bouteille, et en particulier quand j'étais nommé au lycée Berthelot, lorsqu'on évoquait Berthelot, de son temps, de mon temps, il n'avait de cesse de rappeler combien l'amitié de M. Ballard et M. Alaz avait été fondamentale pour lui pour effectuer ce saut culturel qui lui a permis de faire carrière. Donc je vous tenais à vous rassurer, il n'a cessé de parler de vous et en disant que, pas simplement pour dire c'est des gens sympas, mais ils ont été fondamentaux pour moi. Ils ont été des passeurs quelque part. Et quand j'ai enseigné à la fac de Créteil, je faisais quelques vacataires en médiéval, quand je lui ai dit que vous étiez arrivé comme professeur, donc je lui ai suggéré éventuellement que vous puissiez vous rencontrer. Mais Denis était quand même quelqu'un qui a un peu perturbé. Il avait toujours peur de déranger. Il avait une difficulté de ce qu'on peut appeler la légitimité sociale. Donc, je pense que ça vient en particulier de son histoire familiale. Le deuxième point, je voudrais un peu éclaircir, c'est ce fameux argent de poche. En effet, il m'en avait parlé indirectement. Il faut bien voir que la famille était dissociée. La famille de sa mère, sa mère, il faut dire les choses, s'en est pas occupée. Hein, voilà. Elle a refilé le bébé à la grand-mère. Bon. Soyons très clairs là-dessus. Et donc, conséquence, elle n'avait ni temps, ni argent. Elle en avait peu. Mais le temps, elle pouvait en avoir. Elle n'a rien consacré à son fils. Bon. Par contre, du côté de son père,
Gagna. On ne dit pas Gagnac, on dit Gagna. Là-bas, le Lot, j'ai connu son père, 2 ou 3 ans, et à chaque fois, quand il parlait de Denis hors de sa présence, c'était une admiration sans borne pour son fils. Il lui avait même acheté une longère près de Bourgueil pour qu'il soit à côté de lui. Enfin bon, c'était 2 mondes tout à fait différents. Et là, il m'a expliqué, et Denis m'a confirmé indirectement, que lorsqu'il allait voir son père depuis la Pie jusqu'à Vanves, à pied, c'est un marcheur invétéré, il passait par le quartier où nous habitons actuellement, le 13e arrondissement, et il me disait que pendant la guerre, il avait très peur parce que il y avait les Union-Mérones qui étaient bombardés régulièrement par les Allemands. Donc là, il courait. Et donc, quand il allait chez son père, je pense que c'est son père qui lui donnait l'argent de poche, qui lui permettait de s'habiller à peu près correctement. C'était une époque aussi où le choix, le prêt-à-porter était plus limité qu'aujourd'hui aussi, je crois. Donc, mais c'est l'argent de poche donné par son père qui lui permettait surtout d'acheter des livres. Bon, Denis était un dévoreur de livres. Donc, et ça, c'est l'explication de cette dissociation. Quant à la remarque petit bourgeois, il faut savoir que régulièrement, pour agacer mon épouse, il l'a traitée de petite bourgeoise, petite fille de pharmacienne. C'était un tic de langage, et je pense que petit bourgeois faisait référence non pas à un niveau de richesse, mais à une culture différente. Il le percevait fortement quand il rentrait voir sa grand-mère, qu'il adorait, mais qui quand même buvait pas mal, disons, enfin, pour édulcorer le problème. Donc, conséquence, il passait dans un autre univers. Et donc, c'est cette ambiance culturelle, je pense. Et c'est pas du tout... je n'ai jamais senti chez Denis une quelconque acrimonie envers ses camarades de Berthelot. Au contraire, je vous ai rappelé le rôle fondamental que vous avez joué pour lui. Là, je crois qu'il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Quant à l'amitié scolaire, c'est triste à dire, mais c'est ce qui se passe dans le milieu professionnel. On peut très bien s'entendre avec des collègues, professionnellement, être cul et chemise, mais si, lors de l'activité professionnelle, on ne se reçoit pas, lorsqu'arrive l'heure de la retraite, tout tombe. Donc, personnellement, dans ma vie professionnelle, et pourtant je me suis bien entendu, mal entendu aussi, mais bien entendu avec un certain nombre de collègues que j'adorais, nous sommes revus un petit peu, mais bon, c'est vite tombé parce que chacun est pris et happé par sa vie professionnelle. Bon, en plus, je pense pour Denis, dans les années 50, je pense que le militantisme, il n'en avait jamais parlé, mais je pense qu'il a dû l'accaparer pas mal. Bon, voilà. Je voulais faire aussi une autre remarque concernant Denis et le PC. Moi, je l'ai connu. Quand j'ai connu, Marie-Christine m'avait dit, bon, il est communiste. J'avais du mal à le croire. C'était un drôle de communiste, critiquant tout sur le PC, multipliant les blagues anticommunistes. Fête de l'humanité, premier prix, 3 jours à Moscou, 10e prix, 3 ans à Moscou. Bon, ce genre de plaisanterie, c'est un drôle de communiste. Mais par contre, quand il fallait voter, on ne discutait pas, c'était ça. Voilà. Donc, je pense que c'était là aussi une fidélité à Suzanne. Sa mère, non, qui n'était pas communiste. Fidélité à Suzanne. Sa mère, avec qui il ne l'a pas revue pendant une 30aine d'années. Hein. Il n'a revu qu'à la fin de sa vie. Moi, je l'ai vu tout à fait en coup de vent à la maison de retraite là-haut. Bon, une femme qui n'apparaissait pas très équilibrée, hein, pour dire les choses, et qui lui avait reproché d'être devenu un intellectuel, d'être un bourgeois. Vous étiez petit bourgeois, c'est pas grave. Mais lui, c'était un bourgeois qui s'était marié avec une bourgeoise. Il avait trahi sa classe. Et elle lui avait réservé dit, tu seras ça. Je n'ai plus oublié le nom du métier prévu, mais c'était un métier d'ouvrier. Et le fait qu'il ait échappé à son emprise a entraîné une rupture. Et pour lui, ça a été un drame. Donc, il me parlait beaucoup des souvenirs avec son père, avec toute la famille de son père, de Gagnac, les Meillassoux, bon, on parlait souvent, mais avec sa mère, rien. Ça ne peut pas ne pas avoir de sens. Hein. Donc, Marie-Christine ne l'a jamais vu. Moi, Denis m'a emmené parce qu'il disait, bon, toi, bon, pour des raisons individuelles, on a pas mal de choses en commun. Donc, il pensait que je pouvais comprendre certaines choses.
Donc il m'a emmené à la maison de retraite, mais c'était quand même l'apocalypse. Hein. Bon, voilà. Donc, concernant le PC, bon, moi j'ai connu Denis votant communiste, mais étant en gros enfin, pas vraiment communiste. Bon, voilà. Tout sauf sectaire. Je me souviens qu'il avait répondu à un de nos camarades communistes qui lui reprochait son manque de certitude. Il lui a dit, mon vieux, quand tu commences à avoir des certitudes, la seule chose qui soit certaine, c'est que tu vas dire des conneries. Bon, vous voyez, le genre de communiste, bon, ça m'a profondément marqué. Hein. Bon, voilà, c'est éclectique. Par contre, je n'ai pas connu avant, bien entendu. Je suppose que dans les années 50, il ne devait pas être forcément très comestible. Hein. C'était la grande époque du Parti communiste, hein. Bon, voilà, où tout le monde a pleuré, même Jean d'Ormesson pour la mort de Staline. Ne pas oublier, Jean d'Ormesson a pleuré. Hein. Bon, alors il faut bien imaginer que je pense que ce n'était pas le Denis que j'ai connu. Mais à la lecture d'un ouvrage de Benjamin Stora, ça vous dit quelque chose, le dernier des bolcheviks, donc Benjamin Stora explique que lorsqu'ils ont dû quitter Constantine en 62, parce qu'on avait envoyé un petit cercueil chez eux, donc son père, qui était un petit commerçant, s'est retrouvé un prolétaire, enfin bref, tout était perdu, et Stora a trouvé une deuxième famille dans le trotskisme et l'ambertiste, les fous furieux, là. Bon, et donc, il me semble que pour le PC, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il a trouvé au lycée des maîtres qu'il vénérait, et ces maîtres l'ont entraîné certainement au rayon de cellules, et là, il a pu assurer la jonction entre la fidélité ouvrière communiste et finalement l'accès à la culture reconnue. Je pense que ça a été une démarche fondamentale pour lui, hein, ce qui explique largement son engagement. Pour le reste, j'ai voulu faire quelques remarques, puisque, bien entendu, l'exposé de Madame était remarquable, donc je ne vais apporter que quelques petits détails. C'est préférable pour moi. Bon, voilà. Donc, ce qui m'a frappé parce que Denis me parlait beaucoup de son enfance, parce que bon, moi-même, j'ai fait mes humanités dans un lieu connu de la France entière qui s'appelle Outreau. Ça vous dit quelque chose? Bon. Donc, bien entendu, fils d'instituteur, je n'ai pas connu la misère, mais je l'ai côtoyé tous les jours. Une fois, par exemple, j'ai été reçu par un camarade. Donc, il a dit, oh, c'est bien, on va faire la fête ce soir. Donc, je suis allé dans le baraquement parce que Outreau a été rasé à 98% grâce à nos amis américains. Donc, très peu d'ouvrages en dur, beaucoup de baraquements. Voilà. Et donc, dans cette famille, je suis reçu. Donc, c'était la fête. La maman est allée chercher 1 litre de vin rouge, l'a mis dans une casserole, a mis une livre de sucre à peu près, à touiller pendant que ce soit assez chaud. Et on a fait un repas somptueux en trempant des tranches de pain dans ce breuvage. Ça, c'était en 64. Non. Donc, je n'ai absolument pas connu cette misère, mais je l'ai vue. Et je pense qu'on pouvait parler de certaines choses avec Denis parce que ça ne m'était pas tout à fait étranger. Ce qui m'a frappé dans ces discussions et dans son écrit, et ça fait partie aussi de mes obsessions, c'est qu'on voit à travers son ouvrage ce qu'était la vie des migrants de l'intérieur. Par exemple, sa belle famille, les Colliers, ont été traités de boches du Nord en arrivant à Paris. Ils avaient tous des cheveux blonds filasses. Donc, voilà. Donc ils n'ont pas été très très bien accueillis. Et parce que je voudrais faire le parallèle avec la contemporaine, quand on est migrant, qu'on n'a pas de qualification, je ne vois pas comment on peut échapper à des travaux sous-payés et très difficiles. Donc là, il n'était pas victime du colonialisme, ils n'étaient pas victimes du racisme, mais ils ont connu des vies extrêmement précaires et qui ont trait au statut de migrant. Quand j'ai été nommé par l'inspection générale au programme du secondaire en l'an 2000, et j'avais suggéré que l'on mette en perspective les migrants d'hier, les petites bonnes bretonnes par exemple, et les migrants d'aujourd'hui. Cela m'a été refusé par la bien-pensance de l'époque. On m'a regardé, Serge, on vous a entendu, terminé, il n'y a plus rien à voir.
Or, pour moi, ça me paraît fondamental. Ce continuum. Hein? Bon, et vous aurez remarqué, dans son livre, il n'est pas question de lutte de classe ou quoi que ce soit. Ça n'apparaît jamais, et c'est un monde que j'ai connu, un monde, aussi un monde où on ne se plaignait pas. Quand ça allait mal, on serrait les dents. Je pense qu'on a commencé à se plaindre, bon, je ne vais pas faire dans la vulgate, mais après 68, la faute à la société. Avant, il me semble qu'avant, on se plaignait peu. Enfin, moi, chez moi, dans l'environnement, on ne se plaignait pas. Et quand ça n'allait pas, on se faisait engueuler. Deuxième point que je voulais signaler, c'est Suzanne. Suzanne, donc, qui était, comme souvent les femmes dans la résistance, en fait, agent de liaison. Transport de matériel, transport de radio, et parce que, a priori, les contrôles étaient moins forts sur les femmes que sur les hommes. Denis m'a rappelé que souvent Suzanne lui a dit, et ça c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, non, excusez-moi d'en parler, c'est qu'elle a été arrêtée plusieurs fois par des policiers français. Sortie du métro, sortie de la gare, ouvre ta valise, elle soulève les vêtements, dessous il y a un poste radio. Et plus d'une dizaine de fois, le gendarme ou le policier a dit « dégage, vite fait ». D'accord ? Donc on n'a pas, même si l'armistice de 40 à 3 reprises inscrit que l'État et ses fonctionnaires doivent collaborer, la collaboration est dans l'acte de l'armistice, hein, pour aller au texte. Malgré tout, ces policiers, eh bien, ne faisaient pas leur travail. Hein, je veux faire de la démagogie, mais les forces de l'ordre, c'est comme la cité française, il y a un pourcentage de salauds, un pourcentage de gens exceptionnels et des gens normaux, majoritairement. Je rappelle que pendant les rafles du Veldiv, 3 officiers français de gendarmerie ont été fusillés. Et dans une série télévisée qui était passée, réalisée par des réalisateurs juifs, c'était très bien, ils ont bien expliqué que dans 80% des cas, les gendarmes frappent à la porte en disant « on revient dans 5 minutes, je ne veux voir personne ». Il y a un officier, bon, indirectement par un ami qui connaissait la famille, bon, il a fait exprès, il avait 600 personnes arrêtées au sentier, il n'en a trouvé aucune. Alors les Allemands sont fâchés, ils l'ont collé au mur, m'ont fusillé. Mais je voudrais faire, ça m'apparaît important de montrer qu'il ne faut pas juger les forces de l'ordre comme un bloc monolithique. Les pires, l'extrême droite s'est engagé dans les GMR, mais le gendarme de base, bon, voilà, quand il pouvait, et dans les petites filles juives sauvées dans son quartier, c'est la population qui a sauté sur les gendarmes, et les gendarmes ont transigé parce qu'ils habitaient dans le secteur. Donc, ce témoignage me paraissait intéressant. La dernière chose aussi, c'est pour donner le rôle majeur de l'école publique. Je suis désolé, je suis un enseignant, mais bon, extraordinaire. Une institutrice qui est allée voir sa mère, qui n'en pouvait mais, et la grand-mère, pour les convaincre, Denis a des capacités. Bon, c'est le vieux rôle des instituteurs. J'aimais beaucoup, j'aime toujours le nom d'instituteur. Parce que dans l'instituteur, il y a institution. Donc j'aimais beaucoup ces instituteurs qui avaient un côté maquignon. Toi, c'est pas la peine. Toi, hop, il faut pousser. Et donc, intervenir auprès de la famille, intervenir auprès, je suppose, de l'administration. Parce que rentrer à Berthelot, ça ne devait pas être donné à tout le monde. Donc, elle lui a donné un coup de pouce extraordinaire. Je ne dis pas que Denis n'aurait rien fait sans ça, mais il n'aurait pas rencontré M. Ballard. Ça lui aurait beaucoup manqué. D'accord ? Et ça, c'est quand même très important. Les maîtres, les grands maîtres de Berthelot, il y a des grands maîtres à Berthelot, dans le secondaire et en prépa. Donc, les grands maîtres, eh bien, ont une influence fondamentale. Pas tous les élèves. Certains vous adorent, vous disent même des choses incroyables, d'autres vous détestent. Bon, mais malgré tout, ils ont un impact fondamental. Et parce que c'est l'enseignant, à l'époque, pouvait enseigner. Je n'irai pas plus loin,
Je m'arrêterai là. La dernière remarque porte sur la guerre. La guerre est à la fois révélateur. Hein, on sait que la Première Guerre mondiale a révélé que Pétain, qui avait été mis à la retraite parce qu'il avait osé dire à Joffre que partisan de l'attaque à outrance, c'est ça, attaquons comme la Lune, donc à la retraite. Mais au bout de 6 mois, il avait progressé, il a été remis général de brigade, de division, de corps d'armée. C'était le meilleur. Si Pétain n'avait pas fait le régime de Vichy, il serait au Panthéon. Je vous renvoie au texte de Léon Blum, protestant contre la nomination de Pétain à Burgos auprès de Franco. Le plus généreux, le plus humain, bon, il se trompait, Léon, mais bon, la gauche le vénérait à ce moment-là. Hein. Donc la guerre à la fois révèle, mais aussi renverse la table. Par exemple, la famille Collier, il y en a un qui a été milicien, bon, il n'a pas fait grand-chose, mais il a été milicien. Un ou deux sont partis travailler volontairement en Allemagne, hein, pas STO, hein, volontairement. Ils en sont revenus amers. Hein. Ils ont été vaccinés là-dessus. Bon, mais globalement, d'autres ont eu des comportements tout à fait différents. Hein. Je crois qu'il faut faire très attention. Bon, je suis un historien, hein, invétéré, vous avez peut-être reconnu, mais la pire des choses pour l'historien, c'est de porter un jugement moral sur l'histoire passée. Tellement facile. Et en plus débile. La question, c'est de comprendre quel est l'enchaînement qui a fait que. Par exemple, j'ai eu un excellent collègue à Mantes-la-Jolie qui avait fait une enquête auprès des cagoulards, l'extrême droite française, les survivants, enfin, il y en avait pas mal. Monsieur Dalle, par exemple, PDG de L'Oréal. Et donc, il a fait une enquête et il leur a demandé pourquoi vous avez choisi Vichy, pourquoi vous êtes allé à Londres. Bon, en gros, ils étaient à la fois anticommunistes et anti-allemands. Donc la balance s'est faite un peu au hasard. Je rappelle De Gaulle qui disait en septembre 1940 « Je suis entouré de juifs et de cagoulards ». La première résistance a aussi été, je ne défends pas les cagoulards, hein, mais je suis pour la pluralité, a été aussi nationaliste. Hein. Donc là, pour la famille Collier, en gros, des comportements un peu erratiques. Je terminerai pour ne pas vous embêter plus longtemps. Donc, Denis, pour moi, a été quelqu'un de très proche et qui m'a profondément marqué. Je parle du Denis des années 80. Profondément marqué par à la fois sa culture éclectique. Il m'a fait découvrir Jacques Chardon, pas vraiment proche du PC. Bon. Il m'a fait découvrir un certain nombre d'auteurs, de publications, et fanatique de Jean d'Ormesson, par exemple. Il m'a fait découvrir Jean d'Ormesson. Pour moi, c'était un passeur. Et quand j'ai commencé mes cours de Cagne, j'ai commencé à la rentrée à Berthelot, j'ai commencé à la rentrée, non, à Mantes-la-Jolie, j'ai commencé à la rentrée 99, et lui avait quitté le métier en juin 99. Donc rien n'était plus extraordinaire quand j'avais mon sujet de Cagne, mes 2 sujets de Cagne pour l'année suivante. Nous avions des discussions extraordinaires en me disant, bon, là, ce bouquin-là, le titre est bien, mais il est nul, c'est pas la peine. Celui-là, c'est un vieux bouquin, mais tu vas au chapitre 3 ou 4. Il avait une connaissance démentielle. Et je terminerai là-dessus. Donc, bon, pour raison X ou Y, nous avons une petite maison dans les Pyrénées, un village, bien entendu, d'éleveurs. Et Denis a fait tout de suite son nid là-dedans. Et quand il était à table, quand il se mettait à parler, tout le monde l'écoutait. Parce que, comme pour moi, les très grands sont capables de parler de choses très compliquées en termes simples. C'est la marque des grands. Et en conséquence, donc, je lui suis profondément redevable, maintenant que je m'en aperçois, par finalement l'imprégnation qui s'est faite. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur notre ami Denis. Très très grand merci à tous les trois. Et c'était absolument passionnant et puis une vision tripartite qui permet, je l'espère, à tous d'avoir mieux cerné qui était Denis. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, mais je pense que ça a été très complet.
C'était manifestement formidable et extrêmement complet, puisque pour la première fois... Ah, j'allais dire qu'il n'y en a pas, si, il y a quelqu'un qui se dévoue. Merci. Je commence par me défiler, ce n'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Je suis l'actuel président de l'association des anciens du lycée Marcellin Berthelot. Donc, comme on a la chance d'avoir une association des anciens qui date de 1946 et qui a été un tout petit peu renouvelée pour le cinquantenaire du lycée en 1988. Alors, nous avons, mon témoignage porte sur la collection que nous avons de photos de classe. Et donc, ça peut être une invitation aussi pour vous montrer des photos de classe plus ou moins récentes, puisque vous avez été aussi prof plus récemment. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Alors, attention, et je vais passer une petite minute supplémentaire sur la prochaine conférence des Mardis de l'Histoire qui était prévue en mars prochain. On l'avait casé au doigt mouillé, puisque c'est en avril qu'on fixe les dates, et les dates des élections municipales ont été fixées après. Et il se trouve que la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville ne sera pas disponible pour cause d'élections municipales. Donc la conférence prochaine qui porte sur justement l'occupation à Saint-Maur et l'occupation à Saint-Maur et les déportés et fusillés sera reportée au 8 avril, si tout va bien. Donc, surveillez votre boîte mail si vous êtes adhérent de la Société d'Histoire et d'Archéologie. Surveillez les réseaux sociaux pour avoir confirmation que ce sera bien en avril et non pas en mars. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année et j'espère à très bientôt. Bonne soirée.